que c'est que les architectures microservices. Qu'est-ce que ça nous apporte en plus dans notre ferme logicielle? Donc, si j'ai bien compris, pour la plupart, vous êtes des développeurs, donc ça tombe aussi bien. Ça tombe aussi bien. Donc, on va s'adonner à un petit exercice que j'aime bien faire. Donc, quand je donne généralement ce genre de formation, voilà, j'aime bien ce genre de mise en situation. Alors, on va se mettre en situation et je vais vous poser la question. Si on vous demande de développer une application qui permet de convertir, voilà, moi j'aime bien faire les dessins, hein, peut-être vous remarquerez, qui permet de convertir les vidéos en ligne. Donc on vous demande de mettre en place une application comme cela. Quels seront les différents modules que vous allez mettre en place? Parce qu'on va essayer de construire l'application ensemble pour bien comprendre c'est quoi les architectures microservices. Donc si je vous demande les modules que vous allez mettre en place, vous me diriez quoi? Bien sûr, la question est aussi valable pour ceux qui se trouvent sur, comment est-ce qu'on appelle, sur YouTube et ou les différentes plateformes sur lesquelles vous diffusez. Donc, n'hésitez pas. Si on vous dit application de conversion des vidéos, vous allez penser à quel module est implémenté. Les modules peuvent être comparables à des fonctionnalités, hein. Donc, voilà. Vous pouvez les mettre en commentaire. Je vais les annoter ici. On va essayer de définir des modules un peu partout. On dit que c'est vous qui allez faire le plus gros du travail, hein. Moi, j'attends juste vos contributions. Voilà. En termes de modules que vous allez implémenter, dites-moi. En termes de fonctionnalités, qu'est-ce qu'il y aura au niveau des modules de votre site Internet ou alors de votre application web? Ne soyez pas timide, hein. C'est plus un dialogue. J'aime pas trop les présentations en mode je parle seul et les gens me regardent juste. Donc, j'attends vos contributions. Alors, disons, je vais, euh, je vais démarrer en proposant déjà quelque chose. Donc, je vais parler d'authentification. Je vais dire que j'aurai un module d'authentification. Voilà. Que proposez-vous d'autre en termes de modules qui pourraient être implémentés dans mon application de conversion? C'est indispensable qu'on réalise ce petit exercice ensemble parce qu'il permettra de définir la trame en fait de ce qui nous concerne aujourd'hui. Donc, si je pose la question, vous en tant que développeur, qu'est-ce que vous mettrez comme module ici? Alors, moi, je pense à un module d'upload de vidéos, authentification. Donc, j'ai mis l'authentification. On peut parler également de module d'upload. Oui, upload, upload, authentification. OK. À quoi qu'est-ce que vous pensez encore en termes de modules? N'hésitez pas, hein, soyez les plus créatifs possibles. Soyez les plus imaginatifs possibles. Quel autre module? Essayez vraiment de vous dire, voilà, si on me demande de faire ça, ben, qu'est-ce que je mettrai comme fonctionnalité? Qu'est-ce qu'il y aura comme brique à l'intérieur? Qu'est-ce qu'il y aura? Un peu comme quand on vous demande de développer une application. C'est les mêmes principes. Quoi d'autre? On a déjà mis l'authentification, on a mis l'upload. Alors, l'import depuis l'import. Alors, l'import, on peut éventuellement le penser avec l'upload. Donc, pour moi, l'upload est proche de l'import. Donc, je peux mettre import ici en bas. Pour moi, les deux sont intimement liés. Oui. Qu'est-ce qu'on peut encore avoir d'autre? Parce que là, vous avez uploadé. Mais quand vous uploadez, qu'est-ce qui se passe? Le module de conversion de la vidéo a un autre format. Oui, très bien. Donc, ça veut dire qu'on pourra avoir le module convert. Oui. On pourra encore avoir quoi comme module? Dites-vous bien que tout cela devrait être mis quelque part. Ce sera même éventuellement partagé, etc., etc. Donc, qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous pouvez mettre comme brique ici? Je vous écoute. On va essayer de construire déjà l'architecture. J'attends les contributions. Quel autre module on peut mettre sur notre application? Regardez simplement le workflow, hein. Génération de liens de téléchargement. Oui, oui, ça marche aussi. Je vais mettre Gen. Oui, effectivement. On peut avoir un module qui va générer effectivement le lien pour télécharger. Quoi d'autre? Module de partage sur les réseaux sociaux, donc un module éventuellement de share. OK.
Oui. Module de notification. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Notification. Quoi d'autre? Notif. Donc, on en voit plein, hein. Soyez juste créatifs parce que c'est aussi ça qu'on demande aux développeurs logiciels, en fait. Ils doivent toujours avoir en tête le workflow. Le workflow, c'est généralement le parcours client. Vous voyez ce que je veux dire? C'est le parcours client généralement. Donc, vous vous dites si quelqu'un veut, qu'est-ce qui va passer sur quelles étapes. Et c'est ça qui permet généralement de définir quelles sont les différentes briques applicatives. Autre chose, autre proposition. Donc, moi, je peux penser fractionnement de la vidéo. Fractionnement, oui, pourquoi pas. Fractionnement, oui. Fractionnement, oui, pourquoi pas. Je penserai également à la partie stockage. On est d'accord? Il faudrait bien que l'on stocke nos vidéos à un moment donné. Ce serait plutôt pas mal. Très bien. Alors, maintenant, on va faire un deuxième exercice. On a essayé de donner plus ou moins quelques fonctions de notre application. On va maintenant mettre dessus des langages de programmation. Allons-y. Langage de programmation. On va aller de la gauche vers la droite. Proposez-moi des langages. Allez, authentification, on le fait en quoi? Authentification, on le fait en quoi? Bon, voilà. Directement, vous êtes très très chaud, les amis. Directement Java. Ça, c'est chaud. Oui. L'upload. Ça ne veut pas dire forcément que voilà, vous pourrez le développer avec un, mais on fait juste quelques suppositions. L'upload, on pourra mettre quoi? Mhm. Java. Bon, on essaiera de ne pas mettre Java partout, quand même. Java, OK. Ensuite, la conversion, on pourra le faire en quoi? L'upload, OK. L'upload, on va changer. On va mettre PHP. Allons-y. Allez, PHP. La conversion, oui. Pourquoi pas? C++, oui. Ensuite, le fractionnement. Le fractionnement, on peut aller à la dure. On met du C. Voilà. Au niveau de la génération de liens, vous pensez à un langage en particulier? Génération de liens. Génération de liens. Allez, allons-y. On peut penser à du Node. Allez, moi, je propose Node. À noter que moi, je ne suis pas développeur. J'aide les développeurs. Donc, moi, je pense au Node. Au niveau du share. Au niveau du share. Allons-y. Je vais prendre la main, proposer Python. Notification. Notification, on le fait en quoi? Notification. On le fait en quoi? En Java. Les amis, on est bien d'accord qu'il n'y a pas que les Java qui existent. Du coup, pour le stockage, on peut éventuellement mettre du MySQL. Allez, du MySQL, ce serait pas mal. OK. On a essayé de mettre des langages de programmation sur nos différents modules. Maintenant, la question qu'on peut se poser, c'est comment est-ce qu'on déploie les applications? Alors, de ce que vous connaissez, quelles sont les différentes méthodes de déploiement des applications? On va commencer par la plus ancienne des méthodes de déploiement d'une application. C'était laquelle, d'après vous? Je dis bien les premières méthodes. Comment est-ce qu'avant on déployait les applications? Comment est-ce qu'avant on les déployait? Pour ceux qui ont un bon historique du développement logiciel. On les déployait sur quoi? On les déployait Heroku. Bon, ça, effectivement, c'est pour ceux qui utilisaient le cloud. On va dire Heroku est même déjà très évolué. Là, on parle encore des toutes premières méthodologies.
Toute première méthodologie de déploiement. Alors, on déployait généralement sur des machines physiques. Voilà. Et quel était l'inconvénient de ce type de déploiement-là? Où on avait l'application qui était déployée sur une machine physique. C'était quelles étaient les difficultés que l'on rencontrait avec ce type d'architecture? Où l'application était directement déployée sur la machine physique. Oui, donc quelles étaient éventuellement les contraintes qu'il y avait liées à ce type d'architecture? Alors, moi j'envoie directement une ici. Est-ce que vous en voyez? Quelles étaient les difficultés rencontrées lorsque l'application avant été déployée directement sur un serveur physique en dur? On avait du mal à gérer la montée en charge. Parce qu'en cas de montée en charge, il fallait redéployer un serveur physique qui coûtait de l'argent. Premier problème. Ensuite, avec ce type de déploiement-ci, en fait, l'application était souvent développée en un seul langage de programmation. Donc, on faisait toute l'application en Java, hop, un gros bloc. Et comment est-ce qu'on appelait ce type d'architecture applicative où tout était mis dans une seule application, c'est-à-dire un seul code dans une seule application? C'était quel type d'architecture? Effectivement, la mise en œuvre, voilà. L'architecture monolithique. Merci. Ça veut dire que par le passé, le déploiement de notre application de conversion, en fait, ce serait été du monolithique et on l'aurait déployé sur une machine physique. Avec une évolutivité extrêmement compliquée et une scalabilité difficilement gérable. Donc, parce qu'à chaque fois qu'il y a une montée en charge, on doit commander un nouveau serveur, on doit réinstaller tous les modules, même si ce n'est que le module de conversion qui est le plus sollicité. Alors, quelle est ensuite l'évolution logique de ce type d'installation? Parce qu'on appelait ce type d'installation le bare metal, donc dépendant sur une machine physique. Quelle a été l'évolution logique de cela? Quelle était l'évolution logique de cela, de ce type de déploiement? Parce qu'après, on est donc passé à quoi en termes de déploiement machine? Donc là, c'était sur les machines physiques. Ensuite, on est passé, merci, à la virtualisation. Donc, avec la virtu, on a dit, on va déjà essayer de casser un peu l'application. On va essayer de la casser. Comme ceci. Essayer de la casser. Voilà. On va essayer de casser cela. Alors, effectivement, ça a eu plein d'avantages, hein. Gérer la montée en charge sur le déploiement d'une nouvelle machine virtuelle. Mais d'après vous, quelle est la principale contrainte ou le principal frein des architectures comme ceci? C'est-à-dire, l'application a été bien cassée, on dépasse sur des machines virtuelles. Quelle a été l'autre difficulté rencontrée par rapport à cela? Ou alors, la limitation liée à cela, d'après vous? Dites-moi, d'après vous. Alors, le principal problème que l'on rencontrait avec les machines virtuelles, c'est que quand, par exemple, on voulait mettre le module authentification à jour, quand on décide de le mettre à jour, en fait, ça paralysait entièrement la machine virtuelle. Premier problème. Donc, la mise à jour de l'application nécessitait la mise en hors-service, souvent des services qui étaient sur la même machine. Donc, ça veut dire qu'il y avait un effet en chaîne causé par une partie de l'application. Ensuite, autre problème que cela posait, c'est la scalabilité. Si on se rend compte que c'est plus le module authentification qui est demandé, alors malheureusement, on sera obligé de redéployer une machine virtuelle avec le module de génération et avec le module d'authentification. Ça veut dire qu'on ne gère pas suffisamment finement la consommation de notre application ou alors sa montée en charge. Donc là, on a en fait épuisé les possibilités qu'on avait avec les machines virtuelles. C'est bien beau, on a une certaine agilité parce qu'on peut créer et supprimer, sauf qu'elles sont encore trop lourdes, elles sont encore trop lentes et elles ne permettent pas de mettre en place vraiment une scalabilité suffisamment poussée. Donc, on a donc réfléchi et d'après vous, quelle a été la solution? Parce qu'actuellement encore,
il fallait que tout le monde maîtrise plus ou moins le même langage. Et c'était assez pénible. Quelle a été la solution d'après vous? Quelle a été la solution à cela? La solution a été de faire en sorte que chacun des modules soit indépendant. Qu'est-ce que j'entends par indépendant? Fractionner l'application en modules. Oui, effectivement, fractionner, mais pas seulement fractionner pour fractionner, non. Il a fallu créer des unités indépendantes et interchangeables. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie maintenant que, avec le module, par exemple, authentification qui est développé en Java, il est complètement isolé des autres modules. Ça veut dire que je peux prendre le module authentification Java, je le mets dans un autre programme. Donc, en réalité, je fais ce qu'on appelle du découplage. Je casse encore plus mon application en ce qu'on appelle donc des microservices. C'est donc ça la notion de microservice. L'objectif, c'est 1. Permettre à chaque service d'être indépendant et réutilisable. 2. De faciliter la montée en charge en ne déployant que le service qui est le plus sollicité. Et bien évidemment, gérer les mises à jour. Alors, qu'est-ce qui se passe maintenant? D'après vous, comment est-ce que les modules vont communiquer entre eux? Parce que là, on a un avantage. C'est que si moi, je suis expert PHP, en fait, je développe uniquement mon microservice en PHP parce que j'aime cela. Alors qu'avant, il fallait que tout le monde soit Java. Donc, même si j'avais fait du C à l'école, l'architecte dit c'est du J2E. Donc, débrouille-toi comme tu veux, tu tapes ton module en J2E. Alors qu'avec la structure microservice, on nous dit chacun peut faire son module en son langage de programmation. Mais qu'est-ce que ça donne alors? Ou alors, la question que je voulais poser, c'était comment est-ce qu'on va en faire communiquer tout cela? D'après vous, comment est-ce qu'on va en faire communiquer tout cela? Avec du reste, eh bien, le nom technique, c'est quoi? Oui, avec du reste, mais c'est quoi l'élément de base? Parce que le reste, c'est rentrer dans les détails. Effectivement, Maurice, on parlera donc des API. Effectivement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand je vais développer mon module en Java, je vais faire une API. Voilà. Voilà. Une API. Et donc, celui qui développe le module de partage n'a pas besoin de connaître le code de la notification ou de la génération de partage. Non. Celui qui développe le module d'authentification n'a pas besoin de savoir ce qu'il y a dans la partie upload. Tout ce qu'on lui dira, c'est pour pouvoir récupérer l'information, voilà ce que tu dois m'envoyer sur tel port. Ça veut dire qu'il y a aussi la notion de port qui entre en jeu. Ainsi, on dira à l'application Java que tu dois discuter avec celui-ci, tu dois discuter avec celui-ci, tu dois discuter avec ça, tu dois discuter avec ceci, tu dois discuter aussi avec ceci, etc., etc. Et si on nous dit par exemple que, allez, Python 2.7 est arrivé en fin de vie, alors, sans paralyser le système, sans faire en sorte que rien ne marche plus, alors on va aller demander au développeur qui l'a fait en Python de refaire un microservice en Python 3.8. Et ensuite, ce qu'on fera, c'est on l'interchangera simplement. Tac, aucune affection. Et vu que c'est agnostique du langage de programmation, en tout cas pour les autres services, ils s'en foutent de savoir si c'est du Python 3.8. Tout ce que le Java veut, c'est je veux questionner au travers de son API en reste, j'envoie telle information, tel credential, et il me retourne l'information qui revient. Ça veut dire que là, je peux aussi réutiliser mon module. Imaginons des collègues ont une application qu'ils sont en train de développer et ils ont besoin juste de quelque chose qui va fractionner et échantillonner éventuellement un signal. Imaginons que c'est du traitement du signal ou d'image. Alors, quand ils vont déployer en fait leur application, ils diront, de temps en temps, tu peux venir questionner celui-ci parce qu'il a tout simplement une API. Et ainsi, ça crée donc du maillage entre les différents services. Ce maillage-là facilite aussi son évolutivité. Ça veut dire que chaque développeur peut donner la vision qu'il veut à son application.
Alors, maintenant, si je vous pose la question, si c'est qu'il y a une montée en charge, qu'est-ce qui va se passer selon vous? Imaginons, le module de conversion est extrêmement sollicité. Qu'est-ce qui va se passer d'après vous? Quelles seront les étapes que l'on va suivre pour pouvoir gérer cette montée en charge-là? Comment est-ce que vous ferez? Je vous lis. Qu'est-ce que vous allez faire? On se rend compte que la partie conversion est extrêmement sollicitée. On duplique le module. On peut éventuellement cloner le service. On clone. OK, on a cloné le service. Mais maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Parce que notre Java, par exemple, qui veut discuter avec le converteur, en fait, a besoin d'un seul point d'entrée. On se comprend, Canel. Tu vois ce que je dis, Canel? Et tu vois également ce que je dis, Maurice. Donc, lui, il a besoin d'un seul point d'entrée. Qu'est-ce qu'on va en faire à ce moment-là? Parce que là, effectivement, on a déployé notre instance. Mais on a déployé, mais oui, mais après, du coup, qu'est-ce qu'on fait? Parce qu'il ne suffit pas de déployer une nouvelle instance pour qu'elle prenne le relais. Non, il y a encore une étape. C'est laquelle d'après vous? On n'est pas obligé de trouver le bon mot. Hein. Voilà. Merci bien, Maurice. On peut effectivement mettre ici devant un load balancer et à ce moment-là, dire à l'application, tac, de venir ici. Ça veut dire que gérer en fait la montée en charge devient beaucoup plus simple parce qu'on va gérer en fait la charge sur le microservice concerné. C'est pour ça que les entreprises de nos jours sont encouragées en fait à aller vers les architectures microservices pour permettre à leurs développeurs d'être experts ou alors de travailler sur le langage sur lequel ils sont experts et qu'on ne les oblige pas à travailler sur un langage particulier, de rendre l'application évolutive et réutilisable et donc de faciliter la communication entre les différents services. Chaque développeur aura simplement à exposer son service, son API. Donc, en réalité, nous ne vivons aujourd'hui que dans un monde de microservices, en fait. Nous vivons que l'en fait. Dès que tu es depuis fonctionnalité, ben, du coup, tu vas probablement faire un microservice que les gens pourront venir consommer. C'est de cette façon que, avec par exemple le Covid-19, vous avez beaucoup d'entreprises qui exposent en fait les statistiques et d'autres qui viennent lire dans ces statistiques-là. Simplement parce que chacun a développé son microservice, microservice France, microservice Allemagne, microservice, etc. Et le microservice européen va aller taper dans chacune des API de chaque service pour dire moi je veux cette information, moi je veux cette API et agréger cela. Et ainsi, au niveau européen, ils n'ont pas besoin de savoir en quoi est-ce que l'API a été développée en France ou même au Cameroun ou même en Côte d'Ivoire. Donc, ces architectures apportent donc beaucoup de finesse, de flexibilité et d'évolutivité à notre code. Parce que dès qu'on souhaite faire évoluer une brique, on n'a pas à tout casser. Non, on a simplement à venir et remplacer le module éventuellement avec un module mis à jour. Et du coup, si je vous pose la question, quel est l'outil le plus utilisé pour mettre en œuvre actuellement ces architectures microservices? Que me diriez-vous? Si je vous pose la question, actuellement. Et effectivement, Boris, donc, pour implémenter ces architectures, actuellement, le must, ce sera donc Docker. Alors, déjà, je vais prendre ça rapidement. Voilà. Tac. Voilà, je vais garder ça quelque part. Ensuite, je vais effacer mon petit tableau. Donc, pour la partie démonstration, je vous montrerai par exemple comment est-ce que je vais packager en fait une application. L'application est constituée de deux modules. Vous avez le front-end qui est un Apache et qui va aller discuter avec un back-end. Le back-end, c'est en fait une API Python. Donc, Docker,
C'est l'outil qui va nous permettre de packager, de rendre indépendant chacun des modules liés à mon application. C'est le module de packaging. Pourquoi est-ce qu'on a commencé à l'utiliser? C'est tout simplement parce qu'il a permis de résoudre le problème lié aux machines virtuelles. Avec les machines virtuelles, les transporter commençait à devenir très compliqué. Si un ami te demande, je veux un peu ta VM applicative où tu as fait telle application, etc., tu es en fait obligé d'exporter ta VM qui faisait 10 Go et l'envoyer. Alors qu'avec les microservices en utilisant Docker, en réalité, c'est une petite bulle qui n'embarque que deux choses principalement. Que les librairies et le code de ton application. C'est ça qui est magnifique. Le reste, il le prend de la machine virtuelle ou physique sur laquelle il tourne. Et c'est ça qui est beau avec Docker. Ça veut dire qu'actuellement, si c'est que je souhaite transmettre, échanger mon application avec des gens, en réalité, je ferai une image Docker de cela. Ainsi, je pourrais donc dire que ça, c'est par exemple la V1 de mon application, donc du front-end. Là, par exemple, je suis en V2 du back-end. Et je pourrais faire évoluer l'un indépendamment de l'autre. Et donc, Docker permet de packager ce qu'on appelle donc cette application-là et permet aussi de l'exécuter. Alors, comme j'étais en train de le dire, là, on va essayer de packager une application Python, donc avec, comme je vous ai dit, un front-end et un back-end. Le back-end sera simplement une API Python écrite avec Flask, qui est un moteur d'API, et qui permet d'afficher la liste des étudiants d'une salle de classe. Et pour interagir avec cette API, du coup, il y aura le front qui sera Apache. Et on va voir comment est-ce qu'on fait pour packager une application, packager un microservice. Alors, est-ce qu'il y a déjà des questions par rapport à ce que j'ai dit jusqu'à maintenant? Est-ce qu'il y a des questions? OK. Donc, moi, j'ai mon repo quelque part ici. Voilà. J'ai mon SIP API. À l'intérieur, j'ai déjà mon code Python. Vous voyez, ça, c'est mon API Python. Ensuite, j'ai mon Dockerfile. Le Dockerfile, c'est le fichier qui va me permettre de donner quelle est, comment est-ce qu'on va dire ça? Quelle est la recette pour cuisiner mon application, pour créer ce package-là? Je lui dis, tu vas partir d'une image qui existe déjà et qui est du Python. Ensuite, tu vas définir le mainteneur, tu vas installer ensuite l'ensemble des librairies nécessaires. Tu vas copier le code de mon application et enfin, tu vas exposer le 5000 et lancer la commande ici au démarrage de mon conteneur. Et c'est tout ce que je lui dis. Ça veut dire qu'à partir de cette information-là, Docker sera capable de créer en fait l'image de mon microservice qui est une image immuable. On va voir ce que ça donne. Alors, j'ai une machine CentOS ici. Sauf que je n'ai pas encore Docker installé. Installer Docker, c'est extrêmement simple. Il y a plusieurs façons de le faire. Hein. Mais moi, ce que je préfère faire, c'est chercher le Docker script. Donc, quand vous tapez sur Internet Docker script, voilà, vous tombez sur le lien ici. Et à l'intérieur, il vous donne juste deux commandes. Et les deux commandes suffisent largement à installer Docker. Donc, première commande, ça télécharge le script ici. Aussi bêtement que cela. Voilà. Et ensuite, le deuxième, ça permet d'exécuter ça. Voilà. Donc là, il est en train d'installer. En parallèle, il faut que je récupère mon code. Et c'est pour ça qu'on parle souvent, vous avez entendu parler d'infrastructure as code, d'automatisation et de toutes ces notions-là. Donc, c'est sûr que ça vient de là, en fait. Docker a en fait facilité le déploiement des applications, le partage des applications. Et si je veux, par exemple, déployer une appli que je ne connais pas, comment est-ce qu'elle s'installe? Imaginons que j'ai sur WordPress. Docker, WordPress. Je tombe sur le Docker Hub. Le Docker Hub, c'est l'endroit où il y a
tous les microservices que vous pouvez imaginer en termes d'application. Et tout a déjà été packagé pour vous. Ils ont déjà tout fait. Complètement tout. Donc, je tombe dessus. Là, il est déjà terminé. Je vais mettre CentOS dans le groupe des gens qui ont le droit de faire du Docker. Je me déconnecte, je me reconnecte pour qu'ils prennent cela en compte. Voilà. OK. Donc là, par exemple, vous avez WordPress. En fait, des gens ont déjà packagé WordPress et l'ont rendu un microservice. Et tout à l'heure, par exemple, je vais vous montrer comment est-ce que je peux récupérer ça et l'utiliser directement. Mais avant, on va créer notre image Docker, notre microservice en réalité. Donc, je vais gitloner mon repo. Tout à l'heure, je l'avais ici. Boom. Student list. Voilà. Donc, c'est le repo que j'utilise souvent quand je donne cours à l'université. Il est assez didactique. Git clone. Voilà. Ah oui, je n'ai pas encore installé Git. Voilà. N'hésitez pas à poser des questions en parallèle, hein, les amis. Ce n'est pas un monologue, surtout que mes cours, généralement, il y a beaucoup d'interactions, donc n'hésitez surtout pas. Je suis là pour répondre à vos questions. Je ne suis pas là juste pour faire une simple présentation. J'aime pas quand c'est comme à l'église. Parce que je ne suis pas le détenteur ici de la connaissance infuse. Alors, je vais dans mon simple API. Et ensuite, je vais donc créer une sorte d'image de mon microservice. Donc, je vais faire un docker build -t. Je vais donner un nom en fait à cette image-là. Je vais l'appeler par exemple. Alors, je veux un nom que je sais que je vais pouvoir réutiliser facilement. Attendez. Le nom, bien sûr, il est arbitraire, hein, mais ça dépend de votre contexte. Donc, moi, je vais appeler mon image Posos, non, API, voilà. Très bien. Donc, je vais l'appeler API Posos 1. Et ensuite, je vais lui indiquer en fait où se trouve le Dockerfile. Donc, le point, c'est pour dire le répertoire local. Ah oui, ce n'est pas encore démarré. Hop là. Sudo système ctl start docker. Voilà. Voilà. Donc là, il commence en fait à builder mon image. C'est-à-dire qu'il va en fait lire mon Dockerfile et dire, en fait, ce gars a envie de créer un microservice avec un certain nombre de choses installées dessus. Mais comme on ne parle pas de zéro, je vous ai dit, les images Docker sont faites pour être light, donc on n'embarque que le nécessaire pour pouvoir créer en fait le microservice nécessaire. Donc là, il va commencer à télécharger l'image de base, c'est-à-dire de là, il va partir. C'est une image extrêmement light. Imaginez-vous, pour partager une application maintenant, ça ne prend même pas 2 secondes. Dès que vous avez fait votre image Docker, vous êtes capable de la partager immédiatement. Alors, du coup, il est en train de builder l'image, donc d'exécuter en fait des opérations que j'ai mises dans ce fichier-ci. Il exécute des opérations que j'ai mises ici. Allez. Voilà, c'est de l'API. Voilà, Dockerfile. Voilà. Il exécute ce qu'il y a là-bas. Donc, il a fini d'exécuter ceci et là, il m'a en fait créé une image immuable. Il m'a créé l'image de mon microservice. Si je fais un Docker Images, du coup, je retrouve en fait mon image qui est API Posos. Très bien. Très bien, très bien. Alors, ensuite, je souhaite déployer mon application. Donc, je peux lancer l'application directement comme cela. Mais vu que je veux faire directement avec la partie front-end, je vais utiliser ce qu'on appelle un Docker Compose. Le Docker Compose permet en fait de déployer à partir d'un fichier plusieurs applications à la fois. Donc, vous avez un fichier où vous décrivez, vous dites, je veux lancer cette image-ci, je veux lancer cette image-ci, je veux faire ça, je veux faire ça. C'est ce qu'on appelle Docker Compose. Et pour l'installer, c'est suffisamment simple. Je vais un peu rapidement sur certains concepts parce que vous aurez la possibilité de revenir par la suite un peu en détail. C'est pour ça que je vais un peu vite. Mais les concepts sont là. Notre objectif, c'est de pouvoir créer des microservices parce qu'on a démontré que les microservices, c'est une norme à suivre actuellement
pour permettre à son application d'être évolutive. Et pour l'installer, c'est assez simple, hein. On récupère juste le binaire, c'est tout. Voilà. Et on fait, et on rend exécutable. Voilà. Maintenant, je vais vous montrer à quoi ressemble Docker Compose. Docker Compose ressemble à ceci. C'est simplement un fichier où je vais dire, je veux que tu me déploies mon front-end en utilisant l'image de Apache, donc PHP Apache, et je veux que tu montes ce dossier-ci. Très bien. Je donne également des variables d'environnement. Ça veut dire que ces services ou alors ces microservices-là, je peux variabiliser un certain nombre de choses au moment de leur lancement. Je vais également lui dire quel est le port qui doit en fait exposer. Et pour cela, je vais modifier le port à exposer. Et vu que moi, sur ma VM sur Amazon, je n'ai ouvert que le 80, donc je vais mettre le 80. Voilà. Et ensuite, je vais demander de déployer le back-end. Au niveau du back-end, je vais dire que utilise l'image que je venais de builder. Et si je fais des modifications sur mon image, alors je vais passer peut-être en 0.2, en 0.3, etc. Ça permettra donc de gérer facilement le versionning et de revenir, surtout, de pouvoir revenir en arrière, parce que c'est un gros problème dans les mises en production, même dans les pays soi-disant développés. Je vous assure, c'est difficile. Et donc, Docker, au travers de ces images, permettent en fait de stabiliser les releases. Donc, si je fais un Docker compose, un peu moins D, du coup là, il lance la récupération de l'image ici, parce que c'est n'est pas moi qui l'ai buildé, c'est ici. Du coup, c'est lui qui va la faire. Voilà. Et en parallèle, je vais préparer une démo sur WordPress. Imaginons j'ai envie de déployer WordPress pour un client. Sauf que je ne sais même pas comment est-ce que c'est. Je ne veux pas faire du apt-get. Je ne suis pas développeur et ça ne m'intéresse pas du tout. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais aller sur le repository et je vais faire un Docker Compose. Voilà. Je vais faire un WordPress, hein, mais je suis nul sur WordPress. Je ne connais même pas le système et je vais utiliser une version particulière. Alors, moi, je vais toujours exposer les 80 comme d'habitude. Du coup, là, j'ai décrit ce que je veux qu'il déploie. Et je vois qu'il a effectivement créé mes deux conteneurs, le front-end et le back-end. Pour aller maintenant consommer mon service, il me suffit d'aller sur mon adresse IP publique, pouvoir dire si mon application est up, et je vois que mon application répond bien. Et si je clique sur List Student, alors il va faire une requête au niveau du microservice back-end. Et là, je fais List Student. Et là, il m'affiche la liste des utilisateurs. C'est un microservice simple qui permet tout simplement de montrer comment est-ce qu'on peut architecturer en fait son application et dissocier le front-end du back-end et surtout de permettre aux gens de développer en le langage qu'ils aiment bien. Donc, maintenant, je peux partager par exemple mon API qui liste les étudiants et les gens pourront mettre devant du Node, ils pourront mettre devant du JavaScript, ils pourront mettre devant ce qu'ils veulent. Donc, mon application est portable, réutilisable, maniable. Donc, ça, c'était pour l'exemple de cette application-ci. Maintenant, je vais vous montrer ce qui se passe sur WordPress. N'hésitez pas si vous avez des questions sur la démonstration que je viens de faire. Comme on n'a pas beaucoup de temps, je ferai le maximum. Donc là, je fais un down de celui-ci et je vais faire un up de celui-ci. Donc, compose. Voilà. Oui, je me déconnecte, je me reconnecte. Parce que des fois, comme je l'ai mis dans le groupe, je ne me suis pas encore reconnecté à la machine pour qu'il accepte que maintenant je peux faire du Docker Compose. Donc là, il va me lancer WordPress. Et là, ce sera un exemple simple. Vous allez voir globalement comment est-ce que je fais pour déployer en fait un WordPress sans avoir à faire un apt-get install, à modifier des fichiers, à faire des choses. Non. Des gens ont déjà pré-packagé WordPress en termes de microservices et je peux l'utiliser maintenant comme je veux. Et je le couple donc avec le microservice MySQL assez facilement. Donc, si je reviens sur ma page web, bien actualisée, on va y arriver. Voilà. Vous voyez, maintenant, donc j'ai d'abord arrêté mon application tout à l'heure, hein, j'ai d'abord arrêté. Donc, student list. Donc là, maintenant, c'est WordPress. Vous voyez comment est-ce que j'envoie WordPress en 2 secondes. Je n'ai rien eu à faire. Hein. Première démo, je vous ai montré comment est-ce que je fais pour créer mon microservice en partant de mon code source, vite fait. Et deuxième démo, je vous montre comment est-ce qu'on peut déployer un WordPress
sans savoir même ce qui se passe. Je ne veux pas avoir à me faire chier, surtout à installer l'application. Non. Voilà, il me demande la langue. Bon, je vais mettre English. Voilà. Il me demande directement le nom du site. Toto. Toto. Voilà, mot de passe. On va laisser ici. Email. Je mets mon email. Voilà. Ceci, je vais mettre. Allons-y. Voilà. On va hide. Très bien, je vais installer. Très bien. Et là, du coup, je peux mettre en login et ce sera Toto et mon mot de passe. Voilà. Et là, du coup, je tombe sur un WordPress. Ouais. J'ai un WordPress en moins de 2 secondes sur un serveur. Donc, un client me dit, je veux ça pour faire ça. Et du coup, je lui déplace là assez facilement. Et j'ai mon interface d'administration ici. Simplement parce qu'il y a des gens qui ont déjà pré-packagé tout ce qu'il faut. Pour ceux qui ont l'habitude d'utiliser, par exemple, les EAP, vous avez des, euh, des microservices Odo, donc des images. C'est comme ça qu'on les appelle en fait. Vous avez des images Odo qui sont déjà prêtes, toutes faites, que vous lancez simplement et ça marche. Et quand vous voyez ici, image officielle, c'est que c'est la société même Odo qui a en fait réalisé cette image-là. Et quand vous allez évoluer dans le monde de Docker et des microservices, vous comprendrez plein de choses dans ce sens-là. Mais dites-vous vraiment que l'objectif, c'est d'apporter de la flexibilité, de versionner beaucoup plus mieux nos applications et pas seulement le code, versionner même l'application même. Parce que quand vous la packagez, vous y mettez un tag. Parce que je suis capable de consulter, comme je le faisais tout à l'heure, donc si je viens sur Odo dans le cadre de cette ERP-là, je peux vérifier les différents tags que j'ai. Voilà. Et je vois que je tag 13, je tag 12. Ça veut dire que même si je reviens dans 50 ans et qu'on me dit déploie Odo 11, alors je sais que j'ai la version 11 de cette image-là, en fait. C'est pour ça qu'on parle souvent d'infrastructure immuable. Je ne vais pas en rajouter plus, mais voilà un peu ce que je souhaite en fait vous démontrer aujourd'hui, c'est-à-dire les architectures microservices et quel est le gain qu'on peut avoir en ne plus étant expert, je vais dire quoi, qu'on nous oblige, on va dire comme ça, à maîtriser un langage de programmation et à pouvoir s'abstraire de cela en fait. Et ainsi de proposer des architectures beaucoup plus évolutives et réutilisables. Et Docker, c'est le must pour faciliter donc le déploiement de nos applications, le partage de nos applications, le versionning de nos applications. Donc, merci à tous pour votre attention. Je ne sais pas s'il y a des questions, auquel cas je me ferai un plaisir d'y répondre. Si on n'a pas, vous avez tout compris. Alors, déjà, merci beaucoup, Diram. Très bel exposé. Moi, ça me fait plaisir justement de voir aussi la pertinence des microservices. Et je pense que je ne vais pas monopoliser la parole. On a vu que dans les discussions, c'était très, très chaud. Donc, n'hésitez pas à poser des questions. Il faut qu'il y ait là, Boris, Canel. Voilà. Yes, de rien, les amis. Du coup, je prends les questions. Alors, je ne sais pas si tu en as déjà, toi. Oui, clairement, pour moi, en termes de questions, je dirais, pour tous ceux qui nous suivent, j'ai entendu parler d'un thème, c'est vrai qu'on n'est pas entré en profondeur là-dessus, mais qu'est-ce que tu pourrais dire de Docker en fait? Du coup, Juste introduire un peu Docker. Alors, ce que je peux dire effectivement par rapport à Docker, parce que ce que nous avons effectivement utilisé ici, en fait, c'est Docker. Tu vois? Docker est venu en fait apporter une amélioration à ce qui se passe avec les machines virtuelles. En 2 secondes, et pour faire assez vite dessus, tac, c'est qu'avant, vous aviez une machine virtuelle. La machine virtuelle était constituée d'un OS. Ensuite, sur l'OS, vous mettiez les patchs et les mises à jour qui vont bien. Ensuite, vous mettiez les librairies qui étaient liées à votre application. Et ensuite, vous mettiez votre application, donc votre code. Alors, maintenant, avec les conteneurs, on vous dit, le conteneur n'embarque que la librairie et l'application. Est-ce que vous voyez ce qu'on gagne en termes d'agilité? On se comprend? Ça veut dire qu'on supprime tout ceci. Donc, l'OS, en réalité, votre VM avait peut-être 20 gigas. 18 gigas étaient liés à ça, ou même 19. Alors qu'avec les conteneurs, on vous dit, vous n'embarquez que
les librairies et dépendances et l'application, en fait. Donc, Docker, c'est simplement l'outil qui permettra donc de packager, de créer donc ce qu'on appelle ces conteneurs-ci. C'est pour ça que quand j'ai commencé ma démonstration, en fait, je vous ai dit, je vais donc packager mon application sous forme d'image Docker. Et ensuite, j'ai donc fait un Docker build, etc. Bref, les commandes Docker, en fait, qui permettent donc de créer, en fait, ces microservices. Donc, le but de Docker, c'est donc de faciliter la distribution, par exemple, des images, de les versionner ou de faire tout ce que vous voulez. Donc, Docker, c'est cet outil, en fait, qui est de nos jours indispensable pour pouvoir facilement déployer, mettre en production, versionner, revenir en arrière sur son application. Et donc, il est beaucoup plus léger au niveau de la maniabilité. Quand vous voyez mon schéma, vous voyez bien qu'on s'en fout de l'OS. Mais maintenant, les gens peuvent se poser la question, où maintenant est parti l'OS? Parce que ça pose un réel problème. En fait, Docker va se baser sur l'OS de la machine sur laquelle il a été installé. Donc, comme moi, par exemple, utiliser CentOS. En fait, le problème avec les VM, c'est que si vous aviez CentOS sur votre machine et que sur CentOS, vous avez déployé, par exemple, VirtualBox, en fait, un autre OS aurait été déployé sur votre OS de base. Or, ça, c'est coûteux. C'est coûteux au niveau de la capacité et également au niveau de l'agilité de votre VM. Alors que là, en fait, comme c'est du Linux, du coup, il va directement se mettre en fait sur l'OS de votre machine, en fait, d'où sa légèreté. Donc, je n'ai plus à partager ça. Non, je ne partage que ceci. Et c'est pour ça que lorsque j'ai récupéré en fait WordPress, il n'a pas mis beaucoup de temps. Il est juste allé télécharger l'image qui a déjà été prépackagée, c'est-à-dire avec les dépendances et l'application WordPress dessus. J'ai récupéré et j'ai lancé à l'aide de Docker. Voilà. Mais ça, on va dire, c'est en version très, très speed. Ok, merci beaucoup. Donc, je laisse quelqu'un d'autre poser une question. C'est bon pour moi. Yes. Autre question? Allô? Oui, allô, je vous entends. Toi, Gérald. Yes, oui, ça va Euh, être. Dis-moi. Merci beaucoup déjà pour cette belle présentation. Yes. Moi, j'ai une question. Oui. J'aimerais savoir, pour une application qui est déjà en production, Mhm. une application monolithique, à quel Mhm. moment faut-il passer en microservice? Alors, effectivement, si l'application, n'est-ce pas, est déjà en production, ce qu'on fait, c'est qu'on la réarchitecture. C'est-à-dire, quand par exemple, on s'est posé la question, quels sont les différents modules de notre application? Alors, on en fait des modules. Les modules en question peuvent être développés en des langages différents ou en un seul langage, c'est vous qui voyez. Mais forcément, il vous faudra réarchitecturer votre application. C'est pour ça qu'il y a maintenant beaucoup d'experts qui partent en Afrique et qui disent on va réarchitecturer vos applications, on va les rendre beaucoup plus agiles, on va les rendre beaucoup plus modernes. En fait, c'est ce qu'ils font. Ça veut dire qu'ils partent d'un gros mastodon comme ça et ils cassent en fonctionnalité. Et chaque fonctionnalité va donner lieu à un microservice. Ce qui va donc faciliter la maintenabilité parce que l'équipe, par exemple, qui gérait la partie front-end ne gérera que le front-end, l'équipe middleware ne gérera que ça et l'équipe back-end ne gérera que le back-end, en fait. Donc, chacun fera en fait un microservice pour le service concerné. Mais il arrive que l'application soit tellement petite qu'on n'ait pas besoin de la réarchitecturer. Et à ce moment-là, on crée tout simplement une image de cette application globale. Et quel est ce genre d'image? C'est qu'on écrit en fait un Dockerfile qui résume en fait la procédure pour installer l'application. Et ensuite, on produit l'image, un peu comme celle de WordPress. Et dès que vous avez cette image, en fait, vous déployez partout, partout. Sur ce serveur, si vous déployez, ici, vous déployez, voilà. Et du coup, vous pouvez donc partager votre application, envoyer à d'autres équipes et les choses deviennent un peu plus simples. Donc, voilà un peu le process qu'on utilise souvent. Mais tout dépend du type d'application et surtout les ressources nécessaires à cela. Mais vous devez toujours connaître quelle est la procédure pour installer l'application. Parce qu'en fait, c'est ça qui permet de la packager et ensuite de pouvoir du coup la lancer et gérer son évolutivité. Voilà. En espérant répondre à ta question. Ok, ne soyez pas timide, il nous reste encore 5 minutes pour terminer. Donc, vous pouvez ouvrir les micros et poser les questions.
Je vois Alain Yao, bonsoir, bonne arrivée. Bonsoir, Diran. Bonsoir. Super, merci. Merci vraiment pour cette présentation-là. Ça a levé beaucoup de points qui étaient un peu sombres pour moi sur le déploiement des statuts microservices. La question que je vais poser, c'est relativement à la question précédente. Oui. Là, on a vu, ou tu as essayé tout à l'heure d'expliquer comment est-ce qu'on peut passer d'une application monolithique, comment est-ce qu'on peut essayer de la déployer sur Docker et permettre à ce qu'on puisse utiliser sur plusieurs plateformes. Mais ma question, c'est surtout au niveau des compétences et des ressources. Comment on peut gérer cette transition-là lorsqu'on a une équipe qui a certainement plusieurs compétences, c'est vrai, mais qui, sur un certain temps, a été habituée à travailler sur un seul modèle d'architecture avec un langage spécifique de développement. Et on remarque là que selon ce qu'on pourrait avoir comme potentialité vers d'autres langages, d'autres plateformes, ce serait intéressant pour le business de pouvoir essayer d'implémenter d'autres types de technologies. Donc, comment est-ce qu'on essaie de gérer? Là, je parle du rapport humain. Je parle là maintenant de l'expérience. Comment est-ce que, par expérience, on pourrait essayer de gérer cette transition-là avec les ressources? Tu as effectivement totalement raison parce que, en fait, on ne peut pas réarchitecturer une infrastructure sans mettre l'humain au centre. Donc, c'est l'une des bases. C'est que les personnes, en fait, doivent être sensibilisées. Maintenant, chez nous, en Afrique, les gens sont souvent très réfractaires au changement. Et c'est pour ça qu'on a souvent besoin d'un coup de pouce de la direction. Mais pour moi, il faut d'abord changer les hommes. Changer la façon que changer, je ne sais pas les remplacer, mais changer la façon de concevoir les choses. Leur faire comprendre qu'en fait, la tâche que vous faisiez aujourd'hui et que vous prenez chaque temps pour redémarrer telle chose, vous faites ça, en fait, vous pouvez gagner 2 jours dans la semaine. C'est-à-dire un travail que vous faisiez en 5 jours, ça peut passer en 3 jours, tout simplement parce qu'on suit les méthodes qui rendent notre application évolutive et escalable. Pour moi, c'est ça en fait. Sans entrer dans les détails techniques, attirer déjà leur curiosité sur la possibilité de faire mieux en faisant moins. Du coup, je pense que ça va titiller leur curiosité en fait. Et vous pourrez donc ensuite les faire former sur ce que c'est que les architectures microservices en fait. Mais tant qu'il n'y a pas une prise de conscience globale, ou alors que les gens acceptent que l'on peut faire mieux, du coup, ça ne sert à rien de commencer à réarchitecturer l'application, en fait. Si les gens n'ont pas compris le bien fondé des architectures microservices, parce que je suppose que vous, tout ce qui est là, en fait, vous avez compris quel est le bien fondé, mais les gens doivent l'accepter. On va dire une grande majorité. Si vous avez 70 qui acceptent déjà 70%, ben les 30% d'autres, ils vont se plier. Hein, donc, voilà. Donc, c'est ce que je pouvais dire par rapport à ça, en fait. Il faut sensibiliser. C'est l'humain qui est au centre de tout. D'accord, merci. Merci beaucoup, Diran. C'était ma préoccupation. Yes. Ok, du coup, on prend une question sur Facebook. Il y a Kevin Nguessan qui demande est-ce que pour toutes les applications, il faut utiliser Docker? Est-ce que pour toutes les applications, il faut utiliser Docker? Alors, on va dire, Docker vient apporter quelque chose à nos applications. Donc, ce n'est pas une obligation, mais on vous le conseille parce que actuellement, Docker fait partie d'une norme de développement applicatif. Donc, quand par exemple, moi je travaille avec un client, le client se trouve en Chine, je lui dis, je vais faire le cours de l'application et tout, et tout, et tout, et ça marche. Il va me dire, Diran, moi je suis en Chine, donc tes histoires que tu racontes là, c'est du chinois pour moi. Fais-moi l'image Docker. Si elle marche en France, ça marchera en Chine. Est-ce que vous comprenez ce que ça veut dire? Actuellement, on ne veut plus que les développeurs disent l'application marche sur mon poste parce que j'ai mis localhost partout. Ça, c'est terminé. Ainsi, Docker permet en fait de pouvoir packager son application et donc donner aux gens soit de l'utiliser, soit de tester, mais aussi de versionner. Et maintenant, plusieurs outils, notamment Kubernetes, dont vous allez beaucoup entendre parler, vous allez voir dans les documents, en fait, se basent donc sur cette technologie de containerisation. Parce que c'est ça qui permet vraiment de mettre en place une architecture évolutive, scalable et hautement disponible en suivant les meilleures pratiques. Donc, ce n'est pas une obligation d'utiliser Docker, mais c'est un conseil que l'on donne aux gens pour ne pas avoir un certain nombre de problèmes.
Parce que quand moi je fais mon conteneur ici, mon image là, c'est ce que mes étudiants utilisent en fait à l'université. Donc je sais que ça va marcher parce que j'ai déjà packagé mon image. Alors que si à chaque fois je leur disais installer Python 2.7, quand il installe, c'est déjà Python 3, donc ça ne marche plus. Installe la librairie OpenSSL, il installe la librairie OpenSSL mais en mauvaise version. Je lui dis il faut que tu sois sur Ubuntu, il va sur CentOS. Regardez tous les problèmes que l'on avait pour des tests applicatifs, c'était infernal. Avec Docker, c'est terminé. Vous avez vu, je n'ai pas eu besoin d'un OS particulier pour déployer WordPress. Pourtant, quand vous êtes dans certains tutos, on vous dit si vous êtes sur Ubuntu, si vous êtes sur Debian, si vous êtes sur CentOS. Mais là, non. Quelqu'un a déjà pré-packagé WordPress et sur n'importe quel OS Linux que je vais déployer ce conteneur à l'aide de Docker, il va marcher. En espérant répondre à ta question. Ok, vraiment merci encore, Diran. Je pense que nous allons te laisser donner quand même le mot de fin et aussi parler justement des initiatives que tu pousses. Donc, avant de laisser, je tenais aussi à dire merci à la communauté de Côte d'Ivoire qui nous soutient aussi sur ce webinaire. Et c'est aussi important pour nous de créer cette synergie-là pour sensibiliser, comme tu le disais tantôt, Diran, sur les bonnes pratiques en termes de volatilité d'application et même en termes de bonnes pratiques dans le monde du IT. C'est important pour nous, vu qu'il y a quand même un gap entre l'Occident et l'Afrique. C'est important pour nous de réveiller déjà les nouvelles générations et de commencer à monter rapidement en compétences. Donc, n'hésitez pas, si vous voulez également être des partenaires sur les initiatives que nous faisons, n'hésitez vraiment pas à contacter nous. On verra comment, en fait, on pourra se donner la main, l'association, pour avancer. Donc, Diran, tu as le dernier mot, voilà, tu jettes ton compte. Ok, ça marche. Bon, en tout cas, merci. Hein, j'apprécie beaucoup cette initiative. J'espère qu'on en aura peut-être une au Cameroun. C'est extrêmement bien. Et avec l'IT de nos jours, il n'y a plus de réelle distance parce que moi, je suis en France ici, mais je réussis à transmettre ma connaissance un peu de partout. Et qu'est-ce que je passe donc mon temps à faire quand je suis dans le pays de Lens? En fait, j'ai monté une société de formation qui s'appelle Easy Training et où, en fait, je forme les gens dans le domaine du cloud aussi et du DevOps. Donc, on organise beaucoup de formations, beaucoup de sessions, encore plus depuis le coronavirus. Donc, des sessions de formation dans plusieurs domaines, que ce soit du cloud, que ce soit du DevOps. Certaines sont gratuites, certaines sont payantes, certaines sont des cursus qui sont assez longs. Je ne sais même plus où sont les sessions à venir. Voilà. Donc, nous, effectivement, on essaie de lancer en fait ces formations afin de former le maximum d'ingénieurs DevOps. Donc, vous allez voir sur Internet actuellement, on parle beaucoup de DevOps et tout. Là, par exemple, on a une formation Excel qui va commencer lundi. Donc, en fait, constamment, on publie en fait des formations qui peuvent aider les gens. On aura une formation en montage. Donc, en réalité, notre but ici, c'est de pouvoir transmettre le maximum de connaissances parce que sinon, notre but ici en France, ça ne sert absolument à rien. Parce que quelqu'un vraiment qui reste ici en France et qui ne fait rien pour le pays, donc sachez que, en fait, ici, là, c'est un peu chaud pour lui. Donc, ici, en fait, on se bat, tu vois. Ce n'est pas toujours facile, mais à un moment donné, il faut se rappeler de là où on vient. Et sinon, on passe notre temps à payer les impôts ici, on ne fait rien pour le pays. Donc, beaucoup de gens se sont laissés, en fait, avoir dans cet engrenage de boulot, maison, famille, et ils ont oublié pourquoi est-ce qu'on est là. Moi, je dis souvent à mes collègues français qu'on n'est pas là pour les mêmes objectifs. Hein. Moi, je suis un espion, donc vous êtes chez vous, mais moi, à tout moment, on peut me dire que mon ami, il faut descendre de chez toi. Donc, voilà. Donc, au travers de ces initiatives, on forme donc beaucoup de gens sur les technos d'avenir, en fait, et ça nous fait assez plaisir. Donc, voilà ce que je voulais dire. Donc, c'est un plaisir de vous rencontrer. Hein. J'espère qu'on aura encore l'occasion d'échanger et je ne manquerai pas de parler de cette initiative à des gens que je connais et c'est possible qu'ils vous contactent hein, pour venir aussi vous entretenir sur certains sujets assez particuliers. Super. Voilà. Moi, j'ai des gens qui seraient éventuellement intéressés. C'est vrai que les horaires pourraient ne pas les arranger, mais voilà. Je pense que sinon, c'est vraiment très intéressant et j'espère que vous grandirez suffisamment pour pouvoir même être porteur de projets et gagner des marchés à l'étranger et les faire entre vous. Là. Voilà, bon, ce serait aussi pas mal. Donc voilà ce que je voulais dire et merci à toi pour l'invitation. Vraiment, merci beaucoup. On sait qu'il est quand même très tard de l'autre côté. Vu le décalage horaire, on ne va pas forcément. On est déjà dimanche ici. Ouais, c'est ça. En tout cas, repose-toi bien.
Et puis, on n'hésitera pas à revenir vers toi et pour continuer cette initiative qu'on a déjà commencé ensemble. Et je pense que le continent va bénéficier beaucoup de ce que nous faisons, main dans la main ensemble. Et passe une excellente soirée et puis voilà. À demain. Ok, merci. Excellente soirée également à vous. Allez, ciao, ciao, messieurs, et beaucoup de courage. Ah, quelqu'un va intervenir rapidement. Ah, Oui, oui. Maurice. Ok, si tu le permets. Ok, ça marche. Mais vas-y alors, ok, il n'y a pas de souci. Ok, alors bonsoir. Donc Bonsoir. là, moi c'est Maurice Allais de la Côte d'Ivoire. Donc déjà merci pour tous ces efforts là. Moi je prends déjà la réunion, on va dire à la fin, je ne vais pas dire en cours, à la fin carrément. Même si j'étais quand même informé, mais avec tous les développeurs sont chargés, voilà, comme on le dit. Mais déjà j'ai envie de dire, c'est ce qu'on dit tout le temps, hein, j'ai envie de dire quand même merci pour l'intervention. J'ai suivi quand même la toute dernière partie sur Docker et tout ça, les raisons, voilà. Parce que je pense que quelqu'un avait demandé est-ce qu'il fallait, est-ce que Docker c'était nécessaire, est-ce qu'il fallait aller sur ça et tout ça en tant que développeur et tout ça. Donc, là, c'est juste des compléments, des additifs que je veux apporter à ce que tu as enfin, ce que tu as donné comme élément de réponse. Déjà, tu as même dit ton client, il est là-bas. Après, tu dis, OK, ça marche chez moi, mais pourquoi ça ne marche pas chez toi et tout ça. Ça, c'est un point. Mais au-delà de tout ça, même, on a même des entreprises, pour ne pas dire des environnements dans lesquels on a plusieurs, des équipes dans lesquelles on a su des gros projets, on a plusieurs serveurs, plusieurs environnements dans lesquels il faut déployer. On ne va pas s'amuser chaque fois à aller, on va dire, taper des lignes de commande Linux, aller configurer un fichier, je sais pas, modifier un fichier de config d'un serveur X. Après, ça ne marche pas sur le serveur Y, parce qu'on a oublié de mettre, d'aller refaire la même chose et tout ça. Donc, j'ai envie de dire que c'est aussi un élément vraiment important dans toute cette histoire de déploiement continu, d'intégration, surtout des déploiements d'applications. OK, peut-être que le gars dans son coin, une petite application singulière, on ne voit pas trop l'intérêt. Mais demain, quand on va dire, OK, ton application, est-ce que tu ne peux pas nous la mettre quelque part là-bas parce qu'on veut la présenter à telle personne, sachant que peut-être que toi, au début, ton truc marchait sur ton Ubuntu 18 points, je ne sais pas moi, quelque part sur un serveur là-bas. Les gens, ils mettent un Windows serveur, je ne sais pas moi, quelle version. Donc, on a aujourd'hui des technologies qui ne sont pas tout le temps copain avec l'environnement Microsoft. Là encore, c'est un supplémentaire où tu vas venir t'asseoir, chercher à faire ci, sachant que tu n'as pas forcément les compétences sur cette OS, sur cette plateforme. Donc, j'ai envie de dire que c'est comme tu l'as dit, c'est une façon de packager ton application et surtout t'aider à faciliter un tant soit peu ce gros boulot de déploiement. Comme je le dis, ça ne supprime pas le travail de l'admin ou du DevOps, mais quand même, en tant que développeur, c'est quand même important d'avoir ça dans son background parce que vraiment, ça aide beaucoup. Ça aide beaucoup parce que, voilà, on finit de développer, on dit, OK, ça marche, c'est tranquille. On dit, OK, est-ce que tu peux nous déployer ça sur tel serveur? Voici les accès. Et là, on est galère. Parce que telle extension de telle technologie ne passe pas, l'application ne peut pas passer. Voilà. Vraiment, c'est un point que tu as touché assez sensible. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai, on parle de Docker, mais il y a plein de développeurs, pas les développeurs, mais il y a plein de personnes dans la communauté IT qui vont être plus Docker qui considèrent que Docker, en tout cas, un grand nombre considère que Docker, c'est beaucoup plus un outil pour les admin sys, DevOps et machin chose. Mais en tant que développeur aujourd'hui, moi, en tout cas, c'est devenu un outil super incontournable, quoi. J'ai pas envie de me taper le npm install ou bien le brew install machin chose chaque fois que je change d'environnement, quoi. Je vois que tu connais bien de quoi tu parles, mais ok, ça marche. Donc, moi, je rebondis là-dessus pour dire que c'est un sujet qui reste ouvert. Donc, si une autre personne ou si même Diran le veut, on pourrait caler un autre workshop pour parler de Docker particulièrement. Et puis, ça va encore faire plaisir de le découvrir en détail. D'accord. C'est vrai que Docker, ça va quand même au-delà du déploiement d'une simple application. Ça implique quand même tout un tas de choses assez poussées qu'on ne peut pas forcément dévoiler là maintenant. Mais voilà, c'est quand même important de le noter, quoi. On est intéressé par ton intervention, Maurice. Je pense que ça sera bien aussi de nous parler de Docker si tu le souhaites. Donc, voilà. Je pense qu'on pourra organiser et puis voilà, dans Zoom sur ta passion, je pourrais voir comment intervenir en fonction de voilà. Okay. Comme je l'ai dit, tous les développeurs sont chargés, hein, bizarrement.
Ok, en tout cas, bonne soirée à vous. Et puis, merci vraiment de l'initiative, encore une fois, Noélie, parce que aujourd'hui, je termine rapidement sur cette phrase. Le constat que moi je fais, c'est que, voilà, très rapidement, on a beaucoup de. Je suis passionné par ci, j'aime ça, mais on n'a pas de choses concrètes, en fait. Voilà, on est toujours dans cet univers de chacun est dans son coin et autres. Et là, je pense que c'est une aubaine, c'est une tribune qui permet facilement, c'est vrai qu'on ne peut pas se toucher, de se dire que, OK, je ne suis pas seul, ou bien il n'est pas seul dans son coin. Donc, vraiment, félicitations encore et puis beaucoup de courage. En tout cas, mon intervention va venir. Ça, c'est, voilà, je pense que ça va venir. Pour ne pas dire les interventions vont venir. Merci. Merci Ok, encore super. à Tiran. Merci encore. Un plaisir. Allez, ciao les amis de Côte d'Ivoire. Très, très bonne soirée. Merci. Ok, ciao. Ciao, ciao. Ciao. Allô? Allô? Oui, Noli? Oui. Oui, bon, pour ne pas paraître un peu, je veux dire, discourtois, je ne voulais pas